Bonsoir, je suis Caroline Courtin, responsable diversité, égalité et inclusion, et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde Handicap et vie professionnelle, une équation possible chez BNP Paribas. Alors cette table ronde se passe dans le cadre des Inclusion Days. Les Inclusion Days, ce sont 2 semaines du 2 au 12 octobre qui vous sont proposées par les équipes diversité inclusion, les réseaux de collaborateurs, les équipes RSE, les équipes engagement, les équipes cinéma, le volontariat, le collectif Women and Girls in Tech et les fondations. Et je tiens à les remercier ce soir pour l'ensemble du travail que nous avons fait ensemble pour mettre en avant les acteurs de l'inclusion. L'objectif de ces 2 semaines, eh bien, il est triple. D'abord, de vous sensibiliser aux enjeux de l'inclusion que BNP Paribas porte d'une part en tant qu'employeur responsable, mais aussi en tant que banque engagée. De vous informer sur les actions que nous menons, les partenariats que nous avons et les impacts que cela a face aux engagements que prend le groupe chaque année en la matière. Et puis de rencontrer, et c'est ce que vous allez faire ce soir, les collaborateurs et les collaboratrices qui tout au long de l'année travaillent sur les sujets de l'inclusion. Alors je tiens à remercier ce soir tout particulièrement le réseau Ability. Alors le réseau Ability, c'est un réseau de partage, d'entraide auprès de tous les collaborateurs. Je lis mon papier pour ne pas oublier un seul mot parce que chaque mot est important. Touchés de près ou de loin par les handicaps, les maladies invalidantes ou chroniques. C'est aussi le réseau dit des extraordinaires. Et c'est vrai que tout au long de l'année, ils font des conférences, des ateliers. Voilà, je vous recommande. Vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs actions sur les pages Econet, dans les pages diversité, en cliquant sur la partie Ability. Alors, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants et une animatrice de table ronde. Alors, d'abord, Florence Lemay-Guillemot. Bonsoir, Florence. Bonsoir. Florence est DRH France de la fonction risque. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Constance Chalcha. Bonsoir, Constance. Constance, elle a 2 jobs. Le premier, elle est responsable de l'engagement de CIB. Et le deuxième, elle est responsable de la sustainability pour Global Market, aussi chez CIB. Bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir Constance. Rémi Tellu, alors que je connais bien puisque Rémi travaille depuis de nombreuses années chez BNP Paribas, notamment à l'inspection générale, mais il a rejoint depuis quelques mois maintenant les équipes de la mission handicap, donc dans mes équipes, après un passage au People's Lab pour développer un jeu qu'il a lui-même conçu, un serious game qui s'appelle le handicap contre-attaque et dont il va vous parler ce soir. Et puis enfin, Nathalie Guichard. Donc Nathalie Guichard, elle aussi, elle a plusieurs jobs. Elle est manager aux opérations dans la BU AEP, Assurance, Épargne et Pension de Cardiff. Elle est membre aussi du bureau Ability et elle sera la modératrice de cette table ronde. Voilà, merci à vous 4 pour votre présence. Je rappelle aussi que vous pouvez poser des questions dans le chat qui seront posées à nos intervenants à la fin. Je vous signale aussi que Constance va être obligée de s'éclipser un peu avant la fin de la table ronde. Et voilà, je vous encourage à regarder son LinkedIn ou Econet demain pour avoir la réponse de pourquoi elle est obligée de partir un peu plus tôt. Voilà, c'est important, regardez, je fais un petit teasing. Et puis maintenant, je vous laisse rentrer dans le vif du sujet. Nathalie, je te passe le micro. Merci Caroline. Bonsoir à tous. Donc pour commencer, on va s'adresser à Rémi pour lui demander quel a été son parcours pour arriver jusqu'ici. Bonsoir, je suis venu à pied en fait, non je plaisante. Mon parcours, pour venir ici, pour arriver ici devant vous, là, pourquoi je parle de handicap, en fait, donc moi je suis chez BNP Paribas depuis 8 ans, hein, j'étais à l'inspection générale. Et comme disait Caroline, j'ai rejoint depuis le début de l'année la mission handicap, parce que donc j'ai créé un jeu qui parle de handicap, donc qui s'appelle le handicap contre-attaque. Pourquoi j'ai créé ce jeu? En fait, j'ai été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson donc quand j'avais il y a 12 ans, à l'âge de 39 ans. Et ça m'a pris 10 ans pour réussir à en parler, en fait. Et fort de ce parcours que je détaillerai un peu plus tard, j'ai eu envie en fait, d'aider les personnes dans ma situation, c'est-à-dire les gens qui souffrent du handicap
en entreprise, et ils sont nombreux, qui n'osent pas en parler, qui se mettent le masque, etc. Et vous voyez un exemple très concret, là j'ai une crampe dans le pied, donc là je suis capable de vous le dire, j'ai très mal au pied, mais je vous parle quand même. Quand j'étais à l'inspection générale, j'avais très mal au pied, mais je faisais comme si tout allait bien, et je faisais semblant. Et ça coûte beaucoup d'énergie de faire semblant, parce que là, rien que de vous dire que j'ai une crampe dans le pied, ça va beaucoup mieux. Oui. Donc voilà, c'est mon chemin a été très long, et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, le handicap, il faut qu'on en parle. Merci Rémi. Et toi Florence, je sais que tu as aussi un handicap invisible. Comment tu as vécu ça dans l'entreprise? Alors, moi, je suis en fait chez BNP Paribas depuis 33 ans. Et puis, j'ai démarré dans le réseau des agences de la banque de détail. Et puis, j'ai évolué en RH comme gestionnaire de carrière à Nantes, puis à Paris. Et de là, je suis devenue responsable gestion ressources humaines d'un groupe d'agences parisiens. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait sortir de la banque de détail. Je suis allée chez Wealth Management, où je suis devenue HRBP de la Banque Privée France et Gestion de Fortune. Et là, de la même manière, au fil des rencontres, je suis devenue DRH France de risque. Alors, cet handicap, oui, qui ne se voit pas, mais il existe bien, puisque je suis toujours obligée de faire attention la manière dont je suis assise, puisque je n'entends pas du tout de l'oreille gauche. J'ai été victime d'une surdité brutale. Je me suis réveillée un 13 août 2015 en trouvant que voilà, il se passait des choses étranges. Et puis le 14 août, j'ai été hospitalisée. Le diagnostic est tombé. Je n'entendrai plus jamais de l'oreille gauche. Et donc, vous vous dites, oh là là, tout va s'écrouler. Je suis RH, mon métier, c'est d'écouter les gens. Comment je vais faire dans les événements, comment je vais faire. Et puis, là, il y a un environnement qui se met en marche, un environnement personnel et professionnel. Et donc, à partir de là, vous vous réveillez en vous disant, il faut prendre les choses de la bonne manière. Et donc, j'ai essayé de faire ainsi. Je me suis dit que j'avais une croix, qu'elle était encombrante. Il fallait que je la rende la plus petite possible et que je prenne les choses en main positivement. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai dit à très très peu de monde chez BNP Paribas que j'avais cet handicap visible. J'ai mon équipe qui est là aujourd'hui, en tout cas une partie. Et voilà, ce n'est pas un sujet que j'aborde régulièrement. Je vis avec. J'en ai fait, je crois, parfois une force, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Merci beaucoup Florence. Et toi Constance, donc toi tu es manager, tu vis le handicap à travers ton expérience de manager. Tu vas nous raconter cette expérience. Oui, donc nous on a beaucoup œuvré avec nos équipes pour essayer d'intégrer des gens qui avaient des handicaps, qu'ils soient visibles ou non visibles. Notamment, il y a quelques années, j'étais en charge d'une équipe d'intelligence artificielle et on a vraiment travaillé sur comment utiliser des compétences de data science, notamment des gens qui avaient un syndrome d'Asperger, pour les faire contribuer à l'équipe et apporter d'un vrai plus à l'équipe avec des gens qui avaient une compétence très très pointue sur la science et de la donnée. Donc c'était un des exemples. On a toujours, j'ai toujours été convaincue, mais je pense qu'on aura une deuxième question, que finalement chaque différence est une force et que les managers doivent absolument trouver un moyen de faire en sorte que cette différence soit une force, parce qu'elle en est une. Après, c'est au manager de s'assurer qu'elle est mise à la disposition de tous et que la personne puisse l'utiliser en tant que telle. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Un des enjeux pour moi, on a toujours vu dans toutes les expériences managériales que j'ai eues qu'une vraie diversité de collaborateurs faisait la richesse et la performance d'une équipe. Un des exemples que j'ai en tête, sans même rentrer dans les détails, c'était un hackathon qu'on avait fait en Inde autour de la data science. Et donc, on avait laissé des équipes se former naturellement, des équipes de 4 personnes. Et l'équipe qui a gagné, mais bien au-delà des autres, était l'équipe où il y avait 2 hommes, 2 femmes, 2 seniors, 2 juniors, et de par leur complémentarité. Et cette expérience-là, en fait, je l'ai vécue systématiquement dans toutes les expériences un peu collectives qu'on a eues, au point où aujourd'hui, je recherche précisément de la différence quand on recrute.
Donc on pourra là parler plus en détail du handicap et de en quoi ça peut vraiment être une différence positive pour le groupe plus tard. Merci Constance. On va revenir à toi Rémi, pour que tu nous expliques comment tu as rebondi de l'IG à ce que tu fais maintenant, en fait, à ton Serious Game. Comment tu t'es réinventé? Alors, il y a déjà une chose que je voulais dire, parce que cette conférence a eu plusieurs noms en fait. Et à un moment dans mon invitation, j'avais vu vivre le handicap en entreprise. Et moi, je vais transformer ça en vive le handicap dans l'entreprise. Merci Rémi. Très bien. Et alors, comment c'est arrivé? Moi, j'ai eu envie, donc, comme je disais tout à l'heure, d'aider les gens dans ma situation à mieux vivre le handicap, mais comment faire en fait? Et un peu inspiré par le cheminement des jeux qu'on a en ce moment avec les fresques, avec les cartes, etc. En fait, j'ai mis tous les trucs informatiques de côté, j'ai pris des feuilles de papier, puis j'ai commencé à écrire en fait ma vie, enfin mon chemin de vie sur des feuilles comme ça. Et puis ça faisait une espèce de frise. Et finalement, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal en fait de faire de l'immersion. Je vous prends dans ma tête. Et je vous fais vivre les différentes phases qu'on rencontre quand on est confronté au handicap. Donc ça a commencé comme ça. Et donc j'ai commencé à développer le jeu avec un plateau de jeu, avec des cartes, avec aussi un peu un support. Et donc ce jeu, après, il s'est étoffé. Il y avait une partie, donc d'abord, je vous fais découvrir un peu ce que c'est les différentes phases qu'on vit quand on est confronté au handicap. Ensuite, qu'est-ce que c'est le handicap aujourd'hui? Parce que c'est plein de maladies invalidantes. On ne sait pas forcément que c'est des handicaps. Il y a des gens qui souffrent de certaines pathologies dans l'entreprise. En fait, ils ne savent pas qu'ils peuvent justement, éventuellement, avec ces pathologies, avoir des reconnaissances. Bon, on parlera peut-être aussi de ça après. Enfin voilà, donc pour acculturer et sensibiliser, une partie un peu plus dure, on va dire, là où je parle de toutes les choses auxquelles qu'on se prend dans la tête, pour rester poli, quand on est confronté à un handicap, c'est en termes de culpabilité, de peur, de préjugés, etc. Et comment on peut aller au-delà. Et une dernière partie qui est justement la reconstruction, la réinvention, comment avec tout ce que j'ai, je peux réussir à me reconstruire. Et donc pour faire ça très bref, le jeu, moi je le développais en mettant mon travail à l'inspection générale. Et à un moment, je me suis dit comment je pourrais faire, parce que je manquais de temps, c'était un peu difficile pour travailler dessus. Et en fait, je me suis dit je vais demander est-ce que BNP pourrait me sponsoriser pour faire ça. Et en l'occurrence, je me suis dit voilà, comme j'ai écrit un mail à Jean-Laurent Bonafé, pour tout vous dire. On le rencontrait régulièrement à l'inspection générale où il parlait d'égalité des chances. Et ce mail, en fait, finalement s'est transformé en un entretien avec Caroline et Clarisse. Puis ensuite, s'est transformé en Caroline Courtin et Clarisse Brenner-Mauvage, donc qui m'a responsable de l'émission handicap. Puis ensuite, ça m'a amené vers le People's Lab for Good, donc l'initiative d'intrapreneuriat dans laquelle j'étais sélectionné en 2022. Et puis de fil en aiguille, avec toutes les portes qui sont ouvertes et le jeu qui s'est développé, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être devant vous, détaché à la mission handicap pour développer le jeu dans le groupe. Donc et son jeu est génial. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, moi je vous encourage, on l'a fait avec Caroline. Ouais. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Et donc, tu as fait de ton jeu, finalement, ton handicap est le centre de ta vie, à la fois professionnellement et personnellement. Exactement. En fait, ça m'a permis de devenir une seule personne. C'est-à-dire que le Rémi que vous voyez là, c'est le même que vous pouvez rencontrer dans un bar, enfin, si j'y vais, dans un concert, ou ou avec mes amis, avec ma famille, etc. Enfin, voilà, si je suis plusieurs personnes différentes, j'ai réussi à devenir une seule personne, et c'est une chance. Voilà, je mesure la chance que j'ai, parce que je trouve que c'est génial. Alors Florence, justement, on peut parler de ça. Rémi, cette expérience où il s'est repositionné dans l'entreprise, voilà, avec son handicap. Donc dans l'entreprise, est-ce qu'il y a une place pour tout le monde, pour tous les gens qui ont un handicap différent? Comment tu vois ça? Oui, bien sûr. Et puis il y a une attention particulière. L'entreprise est très engagée, très structurée autour de ça. Moi, à titre personnel, je l'ai bien vu, puisque quand ça m'est arrivé du jour au lendemain, déjà, j'ai pu constater qu'autour de moi, les gens étaient bienveillants. Mon management a été bienveillant. Et puis alors, petite anecdote, mais j'étais HR VP du périmètre Domestic Market chez Wealth Management, et la patronne était Sophia Merlot. Elle n'était pas en DRH à l'époque. Et donc, j'ai pu la voir
dans son rôle de manager, sans cette étiquette de DRH, et je peux vous dire qu'elle était absolument exemplaire. Et ce sont des gens comme elle, comme le DRH de Wells de l'époque, qui ont eu beaucoup d'attention, et puis après, la vie est passée, et on a continué à collaborer, je dirais, tout à fait normalement. Et là, je me suis dit, attention, bon, c'est bon, voilà, tu as eu un accident de la vie, mais c'est fini, il faut repartir normalement, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, on t'attend comme avant, tu es considéré comme avant, et donc il faut avancer. Et j'ai avancé avec ça, je crois justement que j'ai transformé une contrainte en force, parce qu'il faut de la résilience. C'est pas facile tous les jours. Je ne suis pas en train de dire aux gens qui ont un handicap que c'est facile, qu'il suffit simplement d'être dans la méthode Coué. Il faut changer son mindset, essayer de voir les choses positivement. Et je peux vous dire que vous découvrez des ressources que vous n'imaginiez pas, et vous découvrez une capacité à faire des choses que vous n'imaginiez pas. Donc, pour moi, le handicap, c'est pas facile. Je ne dirais pas que c'est une chance, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, ça vous donne des compétences supplémentaires et ça vous change une vie. Ça peut même vous aider à affronter des choses difficiles grâce à l'expérience que vous avez acquise. Merci Florence pour cette leçon de positivisme. Merci beaucoup. On va parler RQTH un petit peu. Alors, vous avez fait l'expérience de vous déclarer RQTH. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans l'entreprise? Comment vous avez vécu ça? Oui, ça a changé. Alors déjà, le process, il est complexe. Hein. Moi, déjà, la découverte, ça a été de savoir que non seulement j'avais la maladie de Parkinson, mais j'étais aussi handicapé. Ça, je ne savais pas au départ. C'est mon neurologue qui me dit « Mais vous avez fait cette reconnaissance ?» Je fais « Non, je ne suis pas handicapé. » Il dit ben, « En fait, si, vous êtes considéré comme... » Et du coup, et voilà, faire cette démarche, alors d'aller physiquement dans la maison départementale des personnes handicapées, rue de la Victoire en plus. On n'a pas forcément envie d'y aller, hein, clairement. Mais voilà, il faut faire la démarche, le dossier de 30 pages avec une lettre de 60 pages pour le remplir. Et mais bon, c'est une démarche que j'ai faite. Après l'avoir faite, j'ai encore mis du temps avant d'en parler chez BNP, hein, et même de sortir la carte mobilité, mais ça me coûtait quand même pas mal, mais même encore aujourd'hui, parfois, selon les contextes, je ne la sors pas toujours. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'a vraiment apporté énormément, déjà, ça m'a permis de bénéficier d'aménagements, hein, parce que une des raisons qui avait provoqué un peu le fait que je déclare mon handicap, c'est le fait d'aller dans des locaux qui étaient plus éloignés, en fait, et donc c'était plus difficile d'accès pour moi et très compliqué. Du coup, j'ai bénéficié via la mission handicap de transport, en fait. Hein, ça a complètement changé ma vie, mais au sens propre du terme. Hein. Et voilà, et puis d'avoir un peu plus de... Alors, à l'époque où il n'y avait pas encore de télétravail, d'avoir un peu de télétravail déjà. Mais comme j'en parlais, comme je m'étais pas déclaré à tout le monde, les gens se disaient Rémi vient quand il veut, en fait. Mais bon, enfin voilà, je reviendrai sur les signaux. En tout cas, la RQTH, oui, moi ça m'a notamment servi à ça. Et puis voilà, puis après quelque part c'est une espèce de joker ou une sécurité, on peut dire, parce qu'on ne sait jamais comment va évoluer le handicap. Aujourd'hui, là, tout va bien, et puis demain il peut se passer autre chose. Donc voilà. Et mon neurologue m'avait dit cette phrase que j'ai pas aimée sur le coup, mais que je comprends maintenant. Je vous conseille de le faire tant que vous allez bien. Donc sur le coup, on l'accepte mal, mais avec le recul, on dit oui, il avait raison, quoi. Florence? Alors, moi, pour dire les choses, évidemment, de par mon métier, je savais que ça existait, mais quand ça vous arrive, j'avoue que j'y pensais avec une certaine circonspection, en me disant, mais ça va me servir à quoi? Et alors, comme je suis quelqu'un d'assez... on va dire discipliné, je me suis dit non mais l'entreprise a vraiment besoin de ça et donc il faut le faire, ne serait-ce que pour ça il faut le faire parce que de toute façon j'ai rien à perdre, donc j'ai passé le pas de la déclaration en me disant voilà c'est bien, tu es une bonne élève, tu vas le faire. Et en réalité, ça apporte autre chose. D'abord parce que très concrètement, j'ai vu aussi tout ce qui se passait autour. Hein. Moi, j'ai pu voir avoir le soutien d'une assistante sociale, je crois qu'on appelle assistante de service social aujourd'hui. J'ai le médecin du travail qui a aussi œuvré, Mission Handicap, qui aussi était partie prenante
En tout cas, on a une chance inouïe chez BNP Paribas d'avoir 6 équipes dédiées, d'avoir un process extrêmement clarifié, un soutien, une écoute, de la bienveillance. Donc voilà, moi je dis aux gens, surtout passez le pas parce que vous n'avez rien à perdre. Au pire, il n'y a pas grand-chose à gagner, et au mieux, c'est ce que dit Rémi, il y a vraiment un changement de vie possible grâce à des soutiens, grâce à des accompagnements financiers. Et puis, les HRBP dans mon équipe, elles sont très sensibilisées à ça, elles ont toujours beaucoup d'intérêt aussi pour la question. Donc voilà, ne pas hésiter à la fois à solliciter la RH, à bénéficier de tout ce qui existe au sein de BNP Paribas, parce que c'est une chance, voilà. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Oui, on a beaucoup de chance avec notre entreprise et tout ce qui se passe pour le handicap. Constance, on va revenir à tes expériences. Et donc, chez CIB, c'est synonyme de performance. Donc, comment on peut vivre en tant que personne en situation de handicap chez CIB ? Alors, je pense qu'il y a un enjeu de performance partout dans la banque. Déjà, donc c'est pas CIB spécifiquement. Non, pour moi, il y a vraiment un rôle managérial qui est fondamental, avec peut-être 3 priorités en tant que manager. 1, être ouvert sur l'importance de la diversité et de toutes les diversités, y compris du handicap. C'est-à-dire que dans une posture de recrutement, être pas en recherche de mini-moi ou de gens qui sont tous formatés pareil, mais se dire qu'on est là pour construire une équipe très complémentaire. Et cette posture-là, c'est compliqué. C'est-à-dire que vraiment, des fois, il y a énormément de travail et de discussion avec l'environnement autour pour faire comprendre que ce qu'on recherche, c'est cette vraie diversité et cette ouverture sur d'autres types de profils, y compris des gens qui ont un handicap. Donc, et à chaque fois que à chaque fois que j'ai un nouveau travail, il y a cette pédagogie qui est importante. La dernière en date, c'est la semaine dernière, où j'ai 2 postes à pourvoir chez Global Markets. Et en fait, les personnes qui m'ont été amenées étaient absolument pas ce que j'avais demandé et pas du tout complémentaires en plus. Donc vraiment, on a eu un recalage très fort sur non. D'abord, dans les 2, j'en veux 2 profils complètement opposés pour justement faire en sorte qu'ils soient complémentaires, et puis allons chercher des choses un peu atypiques. Donc ça, c'est le premier devoir du manager. Ensuite, je pense qu'il y a un vrai travail de management collectif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir quelqu'un qui est en situation de handicap dans l'équipe, il faut un accompagnement collectif, il faut expliquer au collectif pourquoi, qu'est-ce qui se passe et comment on va faire ensemble de ce handicap une réussite collective. Et même chose, c'est parce qu'on est dans des situations où on doit délivrer, on est dans des projets avec un vrai des tensions, il peut y avoir des situations de friction. Et donc c'est très très important de réinsister sur cette gestion collective et en revenir au pourquoi. Et puis ensuite, il y a la 3e priorité qui est l'accompagnement humain dont tu as bénéficié, Florence. C'est-à-dire que, ou ce que tu racontais aussi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que manager, c'est beaucoup plus simple d'être au courant du handicap que de ne pas du tout être au courant. Parce que la gestion humaine de la personne va être très différente. D'un côté, on peut se dire, franchement, c'est un tir au flanc, il ne vient pas au bureau. Quand on sait que la personne a un handicap, que finalement la source, c'est des difficultés à se déplacer, là, ça va être géré très différemment. Et donc cet accompagnement dans la durée de la personne, il faut être en transparence totale, je pense que c'est fondamental. Et puis ensuite, le rôle pour moi, c'est de s'assurer que la personne peut pleinement vivre son handicap et en faire une vraie force et un élément de satisfaction personnelle et de développement personnel. Et c'est ce que tu as fait dans la mission que tu as, quoi. C'est vraiment génial de pouvoir une seule et même personne. Merci beaucoup, Constance. Et si vous aviez un conseil à donner à une personne en situation de handicap, tous les 3, chacun votre tour, évidemment, quel serait-il ? Florence, tu veux commencer ? Moi, je lui dirais un message d'espoir. Je crois qu'il y a un coach américain qui est très connu et qui dit la chose suivante: tout le monde a un handicap. La seule question, c'est de savoir où sont ses forces et ses faiblesses.
Et donc, je pense fondamentalement que on peut très bien avoir un handicap et être beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'en a pas. Tout dépend du sujet qu'on traite. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il faut se dire comment je compose avec ça. Et j'ai presque envie de dire, je serai peut-être meilleure demain que je l'étais hier. Voilà. Donc, le handicap, voilà, il faut le gérer avec le bon mindset. Une place pour tout le monde, il faut juste se connaître très très bien. Et pour s'accepter et se connaître très très bien. Et après, il faut s'accepter. Alors après, je pense qu'il y a des étapes. Et je pense que Rémi en a parlé, oui. Voilà. Il y a des étapes, l'acceptation, et puis l'entourage, et d'où l'importance, soit vous avez cet entourage personnel, et dans ce cas-là, vous vous sentez porté aussi par les autres, soit vous ne l'avez pas. Enfin, voilà, on a aussi une vie différente. Et donc, allez chercher, justement, si vous êtes chez BNP Paribas, allez chercher cette écoute-là. Nous serons là, en tout cas la RH sera là, pour vous orienter au mieux et vous donner à nouveau l'espoir d'y arriver. Voilà, donc saisissez les mains qui se tendent. Mais moi, je vais rebondir, parce que je pense que ce que tu dis, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai 1 organe et demi en moins. J'ai eu un très grave cancer. J'étais à 3 semaines de mourir. Quand on a découvert ça, mon père m'a dit, Constance, c'est comme quand on était en bas du Stelvio à vélo. C'est un des plus gros cols d'Europe en Italie. La sortie, elle est par le haut. Et c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on a des difficultés ou quand on a un handicap, la sortie, elle est par le haut. Et il faut rester extrêmement positif. Et moi, j'adore ce que tu dis, Florence. Je pense que si on reste très positif, on est tellement plus fort que n'importe qui. Parce qu'on a vécu des choses qui permettent de relativiser, d'être beaucoup plus posé et aussi d'être confiant dans sa capacité d'avoir les ressources pour se battre, pour s'adapter. Donc, c'est une vraie force. Mais effectivement, il faut le regarder comme ça. Merci Constance pour cette confidence. Eh ben, Rémi, moi, ce que je dirais déjà, c'est de parler. En fait, moi, ce que je préconise vraiment, c'est de parler. Il ne faut pas avoir peur de parler de son handicap. Il ne faut pas avoir honte de parler de son handicap. Après, on n'est pas obligé. Évidemment, il y a des choses plus ou moins gênantes selon les handicaps. Mais en tout cas, pas hésiter à dire qu'on a besoin de telle chose, on a besoin de telle chose pour être bien, pour faire son travail comme il faut, pour vivre comme il faut. Moi, je dis et quand je dis parler, c'est pas seulement. Moi, dans le jeu, je parle de personnes confrontées au handicap. Je mets vraiment au même niveau ceux qui portent le handicap et ceux qui sont autour. On appelle les aidants. Enfin, parfois, ils n'aiment pas qu'on les appelle les aidants. Je rejoins complètement, effectivement. Mais voilà, ça peut être très lourd aussi. Les personnes autour, elles souffrent autant que la personne qui le porte. Mais parfois, ça peut être moins reconnu parce qu'on dit après tout, toi, t'as rien, t'es juste à côté. Mais c'est pas vrai. Ces personnes-là, il faut tout autant il faut aider les aidants aussi, c'est ça le truc. Et donc, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dis oui, déjà, vas-y, tu as envie de faire quelque chose, vas-y, te donne pas de limite, parle. Puis si tu arrives dans une structure, si tu parles et si on te met de côté parce que tu as un handicap, c'est que c'est pas la bonne structure, il faut partir en fait. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'étais plein parce qu'on est souvent plein de préjugés, de choses, etc., par rapport aux personnes en situation de handicap, mais les personnes en situation de handicap sont aussi pleines de préjugés, de peurs, etc. Moi, j'en étais rempli. Je pensais qu'à l'inspection générale, moi, je faisais plein de missions, je voyageais un peu partout. Je me suis dit, si je parle de mon handicap, je vais plus voyager, je vais être cantonné à Paris, et peut-être que je serai même plus inspecteur, etc. Et ben en fait, c'était faux. Aujourd'hui, je connais des inspecteurs qui ont des handicaps moteurs très visibles et qui voyagent, etc. Donc, voilà, il faut se confronter à ça. En fait, il faut casser nos propres préjugés de personnes handicapées, en fait, parce que nous, on n'arrête pas de dire les personnes handicapées sont des personnes et on n'est pas meilleur que les autres. On peut être tout aussi. On se met sur nos propres barrières, de toute façon, qu'on soit en situation de handicap ou pas, en fait. Exactement. Et ça nous empêche de progresser. Je te rejoins complètement. Il faut casser ces barrières. Passer par-dessus. Par le haut. Vers le haut, voilà. Merci à tous. On a été plus rapide que prévu. On a déjà fini. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je me retourne vers nos modératrices. Nous, on a encore plein de choses à raconter, c'est pas un problème. Non ? Oui, on pourrait. Alors, une première question.
quel conseil donneriez-vous à une personne qui a un handicap invisible et qui a peur de le déclarer à son manager? Ça, je peux éventuellement vous le raconter, parce que moi, enfin, en tout cas, comment moi ça s'est passé. C'est vrai que moi, il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à le faire. Il y a un peu une certaine, comment dirais-je, un peu la montée, des symptômes un peu difficiles, etc. C'est exactement ce que tu disais. Le côté, j'ai du mal à arriver le matin, je suis fatigué, j'ai du mal à me concentrer, parfois je prends des jours d'absence au dernier moment, etc. Et donc ça envoie des mauvais signaux. Et donc ça, déjà, ça peut être quelque chose en fait ça peut être une motivation en tout cas pour clarifier sa situation. Après, il y a vraiment je pense le côté pour être complètement pris en considération. Il faut alors. Il y a moyen de tâter un peu le terrain, parce qu'aujourd'hui, chez BNP Paribas, on a de très très bonnes formations, notamment pour manager le handicap invisible, hein, qui est vraiment très bien. Donc je conseillerais déjà à cette personne-là de regarder ça. Et en fait, si jamais c'est un problème avec le manager, parce qu'on peut éventuellement, ça peut être un sujet, hein, j'ai pas envie d'en parler de mon manager, mais par contre il y a d'autres personnes à qui je pourrais en parler, pourquoi pas commencer par la médecine du travail, pourquoi pas commencer par les assistantes, assistants sociaux. Et moi, une des façons dont je l'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé justement des formations qui étaient disponibles chez BNP Paribas pour les faire à toute l'équipe en fait d'inspecteurs avec lesquels je travaillais, pour faire mon coming out un peu de cette façon-là. C'est vrai que, voilà, donc je dirais utiliser les outils, mais en tout cas vraiment, vous serez tellement mieux après en avoir parlé, que c'est un tel poids qui s'enlève des épaules. Ouais, je pense que c'est ça, il ne faut surtout pas en avoir peur. Moi, je ne vois pas un seul manager qui réagirait mal à ça. Au contraire, je pense que ça permet effectivement au manager de beaucoup mieux comprendre la personne, de beaucoup mieux de l'accompagner. Ce n'est que du positif. Donc c'est ce que tu disais, il y a des blocages souvent dans la tête, il faut arriver à les dépasser, parce que c'est quelque chose, je ne vois pas comment ça peut mal se passer. Tout à fait. Alors s'affiche derrière nous la roue de l'écosystème du handicap. Donc c'est vrai que cette personne qui pose la question peut se faire aider assez facilement par déjà la mission handicap, hein, qui est formidable chez nous, les gens de la diversité et de la mission handicap. Puis sinon, il y a tous ces gens-là qui sont prêts à aider et qui peuvent faire l'intermédiaire avec le manager, on peut imaginer une rencontre à 3. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et il faut pas avoir peur. Voilà, cette personne peut nous contacter aussi, Ability, on peut l'aider. Et franchement, je pense qu'on se sent tellement mieux quand on parle de soi autour de soi, à son manager, à ses collègues, et qu'on se sent finalement plus léger. Oui, puis un manager, il a besoin de comprendre. C'est-à-dire, pour manager, il faut qu'il comprenne ce qui se passe. Donc, s'il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, il va finalement en déduire que la personne n'est peut-être pas assez engagée, ou en tout cas, il sent qu'il se passe quelque chose, mais la communication ne se fait pas. Donc, si cette communication se fait, c'est parfois lever aussi des doutes et au contraire, restaurer une communication entre un manager et un collaborateur. Donc, franchement, moi, j'engage le collaborateur à s'exprimer. Il a tout à y gagner, à la fois, lui, du soulagement, tel que tu le disais, Rémi, ça va aller mieux pour lui. Le manager va comprendre. Il va ensuite se réorienter vers la RH s'il est un peu désarmé parce qu'il ne sait pas trop comment l'aider. Et puis aujourd'hui, l'engagement de BNP Paribas est très fort vis-à-vis du handicap. Nous formons nos managers, nous les sensibilisons à leurs obligations en termes de conduite par rapport à ces situations. Donc, par définition, le collaborateur a tout intérêt à jouer la transparence avec son manager. Merci beaucoup, Florence. On va prendre une autre question. Comment faire pour recruter plus de personnes en situation de handicap? C'est une vaste question. Un peu complexe. Qui veut s'y risquer? Moi, j'en parle en fait dans le jeu aussi, parce que c'est les fameux 6%. Donc, toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir 6%. Et voilà, nous, on commence à y arriver chez BNP. Mais en fait, pour moi, le 6%, parce que souvent, ce que j'entends dans le jeu, c'est des collaborateurs, c'est « ah oui, mais bon, on ne fait pas assez de choses, Mais en fait,
c'est un peu comme le climat, quoi. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité à chacun, les 6%. C'est pas juste parce qu'il n'y a pas assez de candidats ou il n'y a pas assez de choses. Enfin, c'est pas une histoire de process. C'est vraiment notre mindset à chacun qui doit changer, en fait, parce que c'est bien beau de rajouter des choses, comment dirais-je, de faire des choses spécifiques, mais si notre mindset par rapport si on n'a pas envie, si on passe pas de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'envie de travailler avec des travailleurs handicapés, en fait, bah, les 6%, on n'y arrivera jamais. Et puis c'est même pas 6%, en fait, c'est 14%, 15% qu'on devrait être, en fait, parce que c'est à peu près le taux de personnes en situation de handicap dans la population active. Donc moi ce que j'aimerais vraiment, c'est que voilà, qu'on change tout cet état d'esprit et que donc déjà les gens parlent de leur handicap et qu'on ait envie de travailler avec toutes ces personnes différentes qui sont une richesse, en fait. Et puis il y a un truc qui est super bien fait par Clarisse, c'est les Duo Days. Donc on passe une journée avec quelqu'un qui est en situation de handicap à faire du Vie ma vie. Moi je vous encourage tous à le faire, c'est super enrichissant. Alors c'est plus facile quand on n'est pas en situation de Covid en télétravail, parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué pendant 2 années. Mais c'est quelque chose qui permet effectivement de rencontrer des gens en situation de handicap, d'échanger avec eux, de les voir dans une situation professionnelle aussi. Et c'est une première porte d'entrée qui est facile. Merci beaucoup, Constance. On va passer à une question sur le handicap mental, autour du handicap mental. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale et des études montrent que 6 collaborateurs sur 10 pourraient à un moment de leur vie professionnelle être concernés par un trouble qui entraîne un handicap temporaire ou chronique, un handicap mental. Qu'est-ce que BNP fait ou envisage de faire pour venir à la rencontre de ses collaborateurs en situation de handicap psychique ou mental ? Et plus largement dans la société. Bon, là, on est loin. Clarisse, tu veux venir répondre ? Clarisse, qui est notre responsable mission handicap. Merci de venir, Clarisse. Oui, bonjour. Donc la question, c'était sur le handicap psychologique, c'est ça ? Handicap mental, psychique. Handicap mental et psychique. Alors effectivement, je pense qu'il faut déjà distinguer les 2 types de handicap, parce que handicap mental, il peut y avoir des déficiences aussi cognitives, ce qui est assez différent du handicap psychique. Le handicap psychique, effectivement, peut être lié à une maladie ou peut intervenir dès la naissance ou en cours de vie par rapport effectivement à un événement, une maladie ou un choc psychologique, etc. Et donc les collaborateurs qui sont concernés par ce handicap peuvent d'abord s'orienter vers la médecine du travail, parce qu'on est quand même dans le médical là. Donc s'orienter vers la médecine du travail, aller échanger avec ASVT, les assistantes sociales. Et après, dans les missions handicap, elles sont en capacité de... Au revoir Constance, et merci beaucoup pour ta prestation. À bientôt. Et après, effectivement, ce qui est important, et c'est ce qu'on fait aussi au niveau des missions handicap et avec Ability, c'est qu'on organise aussi des événements pour sensibiliser au handicap psychique. On en a fait l'année dernière. On a fait une conférence sur le handicap psychique où on a invité aussi un partenaire externe qui accompagne des personnes en situation de handicap qui ont une rupture dans leur parcours professionnel, et le Clubhouse, qui est notamment partenaire de Cardiff et avec lequel, qu'on avait invité à une table ronde. Et l'idée, c'est effectivement d'accompagner des personnes qui ont une rupture psychique au cours de leur vie professionnelle et que peu à peu on réinsère dans la vie. Et donc, ce sont des personnes qui, typiquement chez Cardiff, sont allées faire des stages, quelques jours par semaine. Quelquefois, la réintégration, elle est progressive, elle n'est pas forcément à plein temps. Et chez BNP Paribas, on a des collaborateurs qui souffrent de handicap psychique, et lorsqu'ils ont une préconisation du médecin du travail qui sont en situation de handicap, on peut aussi, nous, Mission Handicap, organiser un accompagnement avec des cabinets spécialisés qui peuvent, avec des psychiatres, qui facilitent aussi le quotidien de ces personnes dans leur travail, en les faisant accompagner par un coach pendant une certaine semaine ou quelques mois, pour les aider effectivement à reprendre pied dans le monde de l'entreprise progressivement.
Merci Clarisse. Moi, je veux l'ajouter parce que comme je suis dans la mission handicap en ce moment et que je vois le travail de l'intérieur, enfin, c'est juste incroyable ce qu'il fait par la mission handicap. Enfin, parce que moi, j'ai bénéficié de quelques prestations, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire pour améliorer, améliorer les conditions de travail. Parce que ce que j'entends souvent chez les personnes qui ne veulent pas se déclarer, c'est alors déjà, souvent, ils me disent mais c'est pas aussi grave que ce que tu as toi. Ou alors, voilà, ou non, mais finalement, là, j'ai pas eu trop mal. Des gens qui ont des spondylarthrite ankylosante, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais voilà, et qui dit non, mais finalement, ça va. Bon, là, j'ai quand même été arrêté 6 mois pour dépression, mais sinon, tout va bien. Enfin, voilà, parlez, déclarez-vous. Enfin, la mission handicap peut faire plein de choses. Et il y a l'aménagement, mais il y a le recrutement, il y a toutes les missions, en fait, donc, il faut parler du maintien dans l'emploi, le recrutement, etc. Ce que je fais moi en faisant des présentations, et puis il y a aussi le côté recours aux achats, aux ESAT, etc. Dans les 4 missions. Et enfin voilà, je voulais saluer le travail que j'ai découvert en intégrant la mission handicap, et voilà, c'est assez formidable ce qui est fait. Merci beaucoup Amy et merci à la mission handicap. C'est ma famille d'accueil, tu vois. Donc. Tout à fait. Alors, on a une autre question au sujet du télétravail et du handicap. Donc, dans le cadre de l'accord de handicap, la position de BNP Paribas par rapport au télétravail pour les personnes en situation de handicap n'est pas très claire. On renvoie à la décision du médecin du travail. Toutefois, j'ai ressenti que la volonté de revenir à un rythme de télétravail comme les autres, alors que les personnes en situation de handicap ne sont justement pas comme les autres. Florence, à ce jour, un jour de présence sur site est obligatoire, nous dit la personne. Quelle est la position de BNP ? Alors, la position de BNP Paribas, effectivement, c'est bien la RH n'est pas spécialiste du sujet. Hein. Elle est là pour accompagner et puis elle va activer l'ensemble des partenaires, mais elle n'est pas spécialiste, la RH. Donc, elle va se tourner vers le spécialiste qui est le médecin du travail. Donc, le médecin du travail, lui, il va juger de la situation de la collaboratrice ou du collaborateur et va nous orienter sur une position qui paraît la plus appropriée. Parce que notre rôle aussi, c'est d'éviter que les gens s'enferment dans des environnements de handicap, restent tout seuls, du coup ne vivent plus qu'avec ça. Et c'est tout l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, vivre le handicap de la manière la plus positive possible, c'est aussi s'entourer de gens bienveillants qui vont nous porter, qui vont nous aider à aller au-delà de ce handicap pour considérer leur vie, je dirais, presque de manière normale. Alors après, il y a des gros et des petits handicaps, hein, mais ça, c'est le médecin du travail qui est capable de le juger. Donc la position, pour moi, elle n'est pas du tout floue, elle est très claire. C'est le médecin du travail qui est le spécialiste et qui va orienter la RH en fonction de ce qu'il va détecter chez la personne qui l'a sollicité. Voilà. Donc, dire que les personnes sont obligées de venir au moins une fois par semaine, c'est la règle de l'entreprise. Après, on l'adaptera en fonction de ce que le médecin du travail pensera. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, une autre question. Pensez-vous que les outils de travail informatiques, notamment, sont adaptés aux salariés en situation de handicap ? Avez-vous été confronté à des difficultés dans ce cadre ? On est bien d'accord que la question va jusqu'à handicap, parce que si on l'arrête avant, moi je peux aussi donner des réponses. Mais bon. En tout cas, Clarisse est tout à fait aussi, à mon avis, compétente pour apporter un éclairage, parce que viens t'asseoir, Clarisse, comme ça tu seras avec nous. Donc effectivement, en ce qui concerne les outils informatiques au quotidien, en fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement au niveau de la mission handicap, on peut accompagner les collaborateurs dès lors qu'ils ont une préconisation du médecin du travail. Donc si effectivement un collaborateur sent qu'il est en difficulté pour utiliser ces outils informatiques ou qu'il est mal installé, qu'il est en situation de handicap, il peut effectivement aller voir n'importe quel collaborateur peut aller voir le médecin du travail, mais le matériel sera financé par la mission handicap si la personne est en situation de handicap et il y a une préconisation du médecin. Et dans ces cas-là, on peut tout à fait aménager le poste de travail en fonction du handicap. Donc si on est sur du handicap sensoriel, du handicap visuel, il y a des logiciels spécifiques, il y a des matériaux spécifiques, il peut y avoir des plages braille. Enfin, on a un consultant informatique qui nous aide dès lors qu'on est sur du technique
et sur de l'aménagement matériel, des sièges ergonomiques, les bureaux assis debout, etc. On travaille avec des fournisseurs de matériel qui sont tout à fait en capacité de fournir aux collaborateurs du matériel qui lui permet de réduire. L'objectif, c'est finalement d'atténuer les conséquences de handicap pour que la personne soit en capacité d'exercer sa mission le mieux possible. D'où l'importance de déclarer son handicap. Voilà, parce qu'effectivement, en termes de budget, de contraintes aussi réglementaires, la mission handicap ne pourra engager des dépenses que si la personne a une reconnaissance administrative qu'elle a transmise à l'entreprise. Parce qu'il y a aussi des personnes qui finalement font la reconnaissance administrative et ne l'ont pas transmise à l'entreprise. Et en fait, ça ne suffit pas pour être accompagné par la mission handicap. Merci beaucoup. Alors, une petite explication que je n'ai pas donnée tout à l'heure. Que veut dire RQTH ? Donc RQTH, ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on demande auprès de la Maison des handicapés, la MDPH. Une autre question. Un moyen de décomplexer les collaborateurs ne peut-il pas venir, par exemple, des dirigeants du groupe partageant leur propre situation, des cadres, managers, employés, sont bien sûr inspirants, mais l'exemple d'en haut est d'une efficacité souvent déterminante. Alors, pour cette table ronde, on a voulu justement sortir des collaborateurs normaux, que je suis moi, voilà, et vous amener devant vous des personnes qui sont managers, donc qui sont voilà, déjà un peu plus inspirantes qu'une personne comme moi, par exemple. Et puis... donc on a déjà essayé de faire ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas des grands managers avec nous. Voilà, je n'ai pas d'explication. Clarisse, peut-être tu peux m'aider. Il y a quand même Florence qui est quand même des RH. Oui, Florence est des RH. Quand même pas mal. C'est ce que je disais. Pour cette table ronde, nous avons des managers. Oui, c'est ça. Non, mais on a régulièrement des collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise qui sont en capacité de témoigner. Après, Rémi aussi, il intervient régulièrement dans des COMEX au plus haut niveau du groupe. Donc même si, voilà, au niveau du COMEX, on n'a pas forcément fait de table ronde avec des COMEX du niveau groupe, ce sont des personnes qui sont extrêmement engagées et qui participent à nos événements et qui accueillent Rémi pour le handicap contre-attaque. Moi, ce que je pourrais peut-être dire, qui quelque part rebondit un peu sur le questionnement de la personne qui a posé cette question, c'est que j'étais HRBP quand ça m'est arrivé. Et là, j'ai cru, enfin voilà, comme un peu mes a priori, ben voilà, que les choses allaient s'arrêter. J'avais envie aussi, comme tout le monde, de découvrir autre chose, de grandir dans mon expertise. Et là, je me suis dit, ben voilà, a priori, il va falloir intégrer le fait que ben, t'es à ton seuil, quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On est venu me chercher pour mon poste. Et la première chose que je me suis dit, c'est que j'ai intérêt d'être transparente et de dire que voilà, j'entends pas toujours, ça peut être compliqué dans certains environnements, ça me demande plus de concentration. Puis en plus, là, on est venu me chercher chez Risque. Alors, on est venu se chercher. C'est-à-dire, moi, j'ai appris le poste, que le poste existait, et on a su que ça m'intéressait. Et la personne m'a dit oui, qu'elle vienne me voir, qu'on en parle. Et là, cette rencontre, je me suis sentie obligée de dire que j'étais handicapée. C'est-à-dire que je me disais, je ne peux pas lui faire ça, il faut vraiment qu'elle le sache, parce que si elle ne le sait pas, j'aurais eu l'impression d'avoir manqué de transparence, et peut-être qu'elle n'a pas envie de travailler avec une handicapée, quoi. Et ce n'était pas un problème. La preuve, c'est que le poste est moi qui l'ai aujourd'hui, donc ça n'était pas un problème. Donc, certes, il y a des gens bien plus élevés que moi, il n'y a pas de sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'à son niveau, quel que soit son niveau, franchir les échelons, c'est quelque chose de tout à fait possible. Il faut arrêter de penser que parce qu'on est handicapé, on ne peut plus les franchir. Moi, je l'ai vécu et la preuve a démontré l'inverse. Et je suis sûre qu'autour de moi, bon, je ne vais pas citer des gens qui n'ont pas envie d'en parler, mais moi, je le sais au travers de mes échanges, il y en a d'autres que moi. Donc voilà, suivez cet exemple. Voilà, les étoiles, elles sont là pour briller pour tout le monde, y compris pour les gens qui ont des handicaps. Il faut le prendre de la bonne manière. Voilà, pour moi, c'est plus important.
Un Merci, peu l'exemple, Florence. c'est l'exemple aussi du patron de Publicis, hein, quand il a parlé Oui. de son cancer, quelque chose d'assez fort, quoi, forcément, hein, parce que là, je pense qu'il a vraiment fait une brèche dans le système, quoi. Ça, Ah oui, il s'est intéressant. dévoilé en faisant sa vidéo. Une autre question? Bonsoir. Une question, que peut-on faire pour sensibiliser les équipes avec qui on travaille au handicap invisible, surtout quand cela semble vraiment nécessaire, mais qu'on n'a pas forcément envie de parler de son handicap, C'est compliqué. hormis son manager. Donc je crois qu'il y a la formation dont on a déjà parlé. Clarisse, tu peux nous en dire plus? Alors en fait, il existe énormément de choses. Alors déjà, il y a le handicap à contre-attaque, mais effectivement, des sensibilisations, notamment une sensibilisation sur le handicap invisible, qui dure 1h30, qui est sur By Development, qui est accessible à tous les collaborateurs. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire à cet atelier. On a aussi des référents et responsables mission handicap dans tout le groupe en France. Et chez BNP Paribas SA aussi des correspondants handicap qui organisent des actions de sensibilisation toute l'année sur leur périmètre. On a Ability qui organise aussi des échanges, des sensibilisations sur le sujet du handicap. Et si dans un environnement spécifique, un collaborateur veut finalement faciliter la prise de parole sur le sujet, il ne faut pas qu'il hésite à contacter, faut qu'il contacte son responsable mission handicap, son correspondant handicap, et on peut organiser un événement dédié en fonction de la problématique de la personne pour pouvoir évoquer ce sujet du handicap invisible. Il nous est arrivé pour des collaborateurs qui avaient un handicap et qui intégraient une nouvelle équipe de travailler aussi avec les assistantes sociales pour que la personne ne se sente pas seule pour parler de sa situation de handicap à son collectif de travail. Donc on travaille vraiment en équipe pluridisciplinaire, soit avec des cabinets externes, soit en interne. La mission handicap peut aussi venir à cette sensibilisation, mais il faut surtout se tourner vers l'écosystème là qu'on a montré tout à l'heure. Voilà, il existe plein de choses et surtout, voilà, il faut libérer la parole et montrer qu'en fait, ça nous concerne tous. Oui. Et d'ailleurs, vous l'avez fait pour moi, parce qu'avant que je vous rejoigne, donc une fois que j'en ai parlé à l'inspection générale, en fait, donc évidemment, j'ai pas fait un broadcast, hein, mais voilà. Après, pour le dire à toute l'équipe sécurité financière, j'avais suivi donc la formation sur le handicap invisible. Du coup, j'ai demandé à la mission handicap, est-ce qu'on peut refaire une session juste pour mon équipe, hein, toute mon équipe. Et là, je leur ai dit, bah voilà, aujourd'hui, donc on va suivre une formation sur le handicap invisible. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai la maladie de Parkinson, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça m'a servi, je dirais, à faire de manière. Je ne me serais pas vu le faire comme ça, les rassembler, puis leur dire, voilà, donc derrière, il y avait quand même un truc concret, il y avait cette formation qui est vraiment très très bien, qui est dans le catalogue, voilà, donc c'était un super outil, quoi. D'accord, donc ça c'est dans ta situation de manager que tu as fait faire cette formation à toute ton équipe. Oui, exactement. Exactement, pour leur dire. Moi quand j'en ai parlé à l'inspection générale, parce que tout à l'heure, Constance, qui était à ma place, disait tout le monde est bienveillant, oui, et globalement, après, il y a toujours aussi des moments qui peuvent être plus difficiles. Hein. Je veux dire, tout n'est pas rose, hein, donc je ne veux pas dresser, voilà, qu'on se dise que tout va. Parce que parfois, vous êtes prêt à en parler, mais la personne en face de vous n'est pas prête à recevoir le message. Donc après, vous pouvez aussi avoir des messages un peu brouillés, mais néanmoins, globalement, ça a été extrêmement bien accueilli à l'inspection générale et j'ai eu aucun problème. Après, en one-to-one, il peut toujours y avoir des choses à. Et si la personne qui a posé la question est un collaborateur et pas un manager, elle peut donc se tourner vers la mission handicap qui l'aidera à échanger avec son manager et son équipe. Oui, par tout exemple. à fait, des choses qu'on peut mettre en place. On a aussi des collaborateurs qui intègrent l'équipe, qui ont un handicap particulier, et on fait intervenir un spécialiste sur les troubles autistes Asperger ou quelqu'un qui a des crises d'épilepsie. On peut faire, on est aussi sur le handicap invisible, sauf au moment de la crise, où effectivement on peut faire intervenir des spécialistes du sujet qui vont aussi accompagner le collaborateur quand il va vouloir expliquer ce qui peut se passer au travail, pourquoi il peut se comporter différemment, pourquoi il peut se sentir un moment moins bien ou mieux. Donc en fait, on peut presque tout faire, j'allais dire. Il suffit de nous contacter. Merci Clarisse. Alors une question pour Rémi. Cette histoire que tu nous as partagée, Rémi, et la création de ton jeu, le handicap contre-attaque, sont très inspirantes. Est-ce que tu te sens un nouveau rôle modèle? On va encore parler de mon ego. Je dis ça parce que quand je travaille sur pas mal de vidéos ces derniers temps pour mon jeu, et comme je les regarde sur 3 écrans à la fois, voilà, les gens pensent que je passe ma journée à me regarder à la télé, donc, ce qui est pas tout à fait faux. Rôle modèle, je sais pas, je suis sûrement pas un modèle. Non, enfin bon, j'ai fait plein de
plein de choses, voilà, donc forcément, je suis pas forcément très fier en termes de modèle dans ma vie, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, je suis très heureux si mon jeu a permis d'aider d'ores et déjà certaines personnes. Moi, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant, et ça me touche beaucoup, qui me disent bah ouais, écoute, t'as raison, pourquoi j'aurais peur? Moi, je vais faire ma déclaration après tout. Voilà, j'ai rien à perdre, tout, c'est génial. Des gens qui viennent me voir en me disant, moi, je suis toujours pas prêt à le faire, mais par contre, je suis super heureux d'être dans une boîte qui propose ça. Enfin, c'est vraiment génial. Donc j'ai vraiment plein des témoignages comme ça très très touchants. Donc dans ce sens-là, je me dis que voilà, ce jeu apporte quelque chose. Moi, et là où je suis vraiment je sais pas quel est le terme, mais je sais pas. En fait, ce jeu, il me dépasse presque quelque part un peu. En fait, je suis très, très heureux en tout cas d'avoir ces retours-là. Alors le modèle, oui, si je peux apporter quelque chose en disant que le modèle, c'est de pas laisser tomber. Le modèle, c'est de se battre. Il n'y a rien qui va nous arriver tout seul. Hein, il n'y a rien qui nous attend. Personne nous attend nulle part, etc. Donc c'est vraiment uniquement par notre propre force, notre propre motricité, notre propre motivation. Alors évidemment, Dieu merci, parfois avec des gens autour de nous, hein, qui sont là aussi. Mais quand même, le handicap, on est quand même toujours tout seul avec son handicap quelque part. Donc là, il y a beau y avoir plein de gens autour. Donc c'est pour ça que la force, il faut la puiser en soi. Les autres peuvent nous aider, mais il faut vraiment l'avoir en soi. Et moi, je dirais, le jeu, par exemple, je l'ai animé, je sais pas, 75 fois, un truc comme ça, 80 fois. Et on me dit, bah, t'en as pas marre de raconter toujours la même chose? Non, c'est jamais la même chose, en fait, parce que vous êtes tous différents, donc c'est jamais la même histoire. Moi, je raconte jamais la même histoire. Et je me rends compte, ce qui m'émerveille avec ça, c'est à quel point les gens, justement, sont touchés par ça. Alors c'est un peu dramatique, mais c'est comme ça. Mais surtout, à quel point les gens ont besoin de partager, quoi. Ont besoin de ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert une soupape, en fait, et que la vapeur peut un peu sortir et nous faire du bien. Merci Rémi. Une dernière question ou... Oui. Donc la dernière question sur Ability. Quelle aide Ability peut apporter aux aidants? Alors c'est moi qui vais répondre cette fois-ci. Donc Ability est riche de l'expérience de tous ses membres. Et les membres d'Ability ont un vécu, peuvent témoigner, peuvent partager leur expérience. Et donc Ability organise des ateliers d'échange entre ses membres avec des thèmes. Il y a eu des thèmes justement qui s'appelaient juste les aidants en fait. Il y a eu des thèmes autour des enfants, la scolarité des enfants, l'accompagnement des enfants. Voilà. Et ces ateliers permettent aux gens finalement d'échanger leur vécu, de gagner des bonnes pratiques, de gagner du temps aussi parce que c'est pas forcément facile pour s'occuper de ses proches qui sont en situation de handicap. Donc voilà, Ability aide à tout ça. Ability organise aussi des conférences. On essaye de trouver des personnes qui nous ont semblé inspirantes ou qui nous ont accompagnés les uns les autres pour organiser ces conférences. Voilà, est-ce que quelqu'un d'Ability veut ajouter quelque chose? On peut peut-être parler Merci pour la question. On peut peut-être parler de ce qu'on fait dans la masse. Alors, on peut parler de ce qu'on fait dans la masse, effectivement, parce que Rémi, il tient, je pense, il trouve beaucoup de plaisir, et moi aussi. Donc, en fait, on organise des demi-journées tous les trimestres pour des collaborateurs de BNP, des demi-journées solidaires, où on se rend dans un foyer de polyhandicapés. Donc le polyhandicap, c'est à la fois un handicap moteur et un handicap mental, une déficience mentale. Et on fait des activités avec ces personnes polyhandicapées. Donc la dernière en date, c'était des jeux de société. La fois d'avant, c'était du sport. La fois d'avant, c'était une boum. Et on y retourne en décembre pour faire la fête et de la musique avec Rémi. Et en fait, c'est quelque chose qui apporte étonnamment beaucoup de plaisir, qui est très gratifiant pour les bénévoles qui participent. Et nous, on est très contents et fiers de participer aussi à ces journées solidaires.
Merci Rémi. Oui. Je crois qu'il est l'heure de conclure. Donc je vais vous remercier beaucoup, Florence, Rémi, Clarisse, Constance qui n'est pas là. Merci beaucoup de vos témoignages. C'était avec plaisir. Merci. Merci d'avoir partagé ce que vous ressentez, ce que vous faites. C'est magnifique tout ce qui est fait chez BNP autour du handicap. Et puis, on va vous dire peut-être à une prochaine fois pour de nouveaux échanges. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.